Bonjour et bienvenue dans ce 68e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va bien ? Ah, très bien. Ça va bien. Comme un mardi. Comme un mardi, voilà. Alors, pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques semaines, vous le savez certainement, nous organisons des meet-ups tous les mercredis soirs, avec Richard qui s'occupe principalement de ça. Il s'agit de rencontres, principalement des rencontres informelles où on discute d'un sujet proposé dans le Slack ou pas, souvent par un auditeur. C'est ouvert à tous, tout le monde, donc tout le monde peut y intervenir en posant des questions, donc vous êtes évidemment le bienvenu. On peut y arriver, on pose des questions, on donne son opinion, donc c'est assez sympathique. Et dans un de ces épisodes, on a voulu approfondir un sujet qui a été abordé lors d'un de ces meet-ups. Donc on va essayer de faire ça un petit peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de la technologie gRPC. Et pour venir nous en parler aujourd'hui, on va accueillir Anthony Giretti, qui est en direct du Canada, si je ne me trompe pas. Bonjour à tous, de Montréal exactement. De Montréal, voilà. Donc avec un décalage horaire. Donc on essaie de faire ça pour que tu ne doives pas te réveiller en pleine nuit pour venir nous parler. C'est super, il est 11h15 chez moi, ça va. Voilà, à ce niveau-là, ça va, ça doit encore acceptable. Peut-être avant de commencer sur le sujet du gRPC, de nous expliquer d'où ça vient, ce que ça fait, etc. Est-ce que tu peux peut-être très rapidement, pour les auditeurs qui te découvriraient, peut-être te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu? Eh bien, je suis Anthony Giretti, je travaille à Montréal, enfin je vis et je travaille à Montréal chez Keysoft, une compagnie de développement logiciel en informatique pour les assurances. Originellement, je suis français, je suis né en France et j'ai immigré en 2014 au Canada et puis depuis, j'y vis avec ma conjointe et je suis devenu citoyen canadien. Ah ouais, ok. Très bien. Et donc tu vas utiliser, ou tu utilises peut-être déjà le gRPC comme tu vas nous en parler au quotidien, ou c'est quelque chose de nouveau mis en place? Alors, au travail, dans le cadre du travail, non, c'est considéré comme pas encore tout à fait mature, ce qui n'est pas faux. Cependant, je fais pas mal de R&D pour mettre au point des use cases qui font du sens, notamment avec gRPC Web pour travailler avec un browser, et également des services RPC entre serveurs, par exemple pour l'import de fichiers en streaming vers une base de données. Ah ouais, ok. Voilà. Ok. Et une série d'articles de blog va s'en venir très bientôt à ce sujet en plus. Juste une petite remarque, t'es MVP aussi? Tout à fait, je m'excuse, j'ai oublié. MVP depuis le 1er juillet 2018, MCSD aussi, App Builder, et une petite certification Azure fondamentaux aussi. MCSD, c'est les certifications développeurs, c'est ça, hein? Exactement, j'ai fait ASP.NET MVC, Azure et Web Services et HTML5 JavaScript. Ah ouais, c'est ça. La combinaison de trois qui donne un MCSD. MCSD, ouais, c'est ça. Ok. Écoute, on va peut-être commencer par le début. C'est peut-être nous expliquer. Maintenant, je ne sais pas si tu avais préparé quelques slides, mais tu dois peut-être les utiliser maintenant ou par après, c'est comme tu veux. Mais peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est, parce qu'on parle de gRPC depuis tout à l'heure, on l'a cité déjà plusieurs fois. Mais c'est quoi? À quoi ça sert? C'est quoi? C'est à quoi ça sert? Voilà, c'est ça, Denis. Ouais. À quoi le G, c'est quoi? C'est Google. Alors, c'est Google, en effet. On va revenir quelques années en arrière. Et RPC, c'est pas nouveau. Remote Procedure Call, c'est apparu exactement même en 1976 pour permettre à deux serveurs de communiquer entre eux de façon plutôt efficace. C'est surtout communication serveur, alors? De serveur à serveur uniquement. Ok. Et le gRPC, du coup, a priori, c'est ça aussi? Alors, gRPC, c'est la version Google. C'est une implémentation de Remote Procedure Call par Google. Ça a été inventé, designé par Google en 2004 et ils l'ont open sourcé en 2014. Et du coup, l'implémentation gRPC a été faite, on va dire, sur quasiment tous les langages, excepté .NET. Il a fallu attendre l'arrivée d'ASP.NET Core 3 en octobre dernier, c'est-à-dire en 2019, pour avoir une version de gRPC en ASP.NET.
dans l'univers .NET plutôt. Et donc, ça veut dire que maintenant, avec .NET Core 3, on pourrait créer un client ou même un serveur qui respecte ce protocole. Je suppose que Google a mis en place une norme et donc on peut communiquer avec des serveurs, que ce soit en Java ou autre chose, fait par Google ou par d'autres alors. Tout à fait. Le client, lui, il supporte n'importe quel langage, y compris .NET, et le serveur, tant qu'il implémente pas la norme, mais la spécification de Google, parce que ce n'est pas du tout une norme RFC, c'est vraiment une invention Google. Ouais, c'est ça. Si le serveur implémente également gRPC, peu importe le langage, peu importe où se trouve, où il est hébergé, même dans Azure, etc., ça fonctionne tant que le client implémente aussi gRPC. Alors, c'est quoi gRPC? C'est du transport binaire entre deux serveurs. Ouais. En HTTP2 uniquement, car il n'est supporté uniquement par HTTP2 et pas HTTP1. Et les deux serveurs peuvent communiquer. On a un cas typique que je suis en train de mettre en place chez moi, sur mon poste. Donc, j'ai pas deux serveurs, un seul, mais j'ai créé une application d'import de fichiers avec un service worker, un worker service ASP.NET Core 3. Il digère des gros fichiers et plutôt que d'utiliser une web API pour l'envoyer sur l'autre machine ou sur la base de données avec une web API, puisque ce serait un gros paquet, j'utilise gRPC et très exactement pas un service unaire, mais un service de type streaming qui va permettre d'envoyer paquet par paquet les informations contenues dans mon fichier et de les insérer en base de données. Ça m'évite d'avoir des timeouts ou d'avoir à tout recommencer s'il y a une erreur à une ligne précise. Je peux avoir une question con là. C'est Google, mais non, en fait, ça passe pas du tout par les services de Google, hein, on est d'accord? Ça n'a absolument rien à voir, c'est simplement les maîtres d'œuvre, tout simplement. Non, parce que on a toujours peur avec Google. Hein. Non, mais tu peux l'héberger sur GCP si tu as envie. J'ai toujours peur quand même. Mais ils l'ont mis en minuscule, c'est pour un peu peut-être se retirer au départ de gRPC, c'est peut-être pour ça. Merci, c'était une petite question très importante pour moi. Oui, juste une petite remarque. Donc le protocole, enfin les spécifications, elles sont bien open source. Elles sont bien open source. C'était propriétaire jusqu'en 2014. Ils l'ont rendu open source. Ils l'ont mis sur le marché, ils ont mis leur repository GitHub public et tout le monde s'est mis à l'implémenter avec son langage. Oui, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Non, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tu as un exemple pratique si on veut concrètement se dire, tiens, pourquoi on devrait utiliser du gRPC? Donc, on a bien compris, c'est communiquer deux serveurs. Donc, tu as un serveur qui fait des traitements. Je suppose que c'est plus dans le monde du microservice, par exemple, où tu as un serveur qui va faire une tâche, qui va envoyer un autre serveur pour lui dire, tiens, vas-y, exécute une autre tâche. Tout à fait, c'est exactement ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple? L'ingestion d'un fichier avec un service en streaming. J'ouvre un fichier de 50 mégas. Je ne veux pas l'envoyer en one shot via une web API, par exemple, avec l'autre serveur. Ce que je fais, c'est que j'utilise gRPC, j'envoie ligne par ligne. C'est beaucoup plus performant. Ça m'évite d'avoir des timeouts, par exemple. Oui, parce que c'est vrai, si on veut essayer à la limite de comparer, je suppose qu'il y en a beaucoup, et moi y compris, c'est ce qu'on essaie de faire au départ, c'est de comparer avec des choses qu'on connaît. Donc on pourrait dire, tiens, je vais faire une web API, ou dans l'ancien temps, on va dire, faire des web services. Mais donc là, on passe par du texte qui est échangé entre les deux services, les deux serveurs du coup. Et donc ici, on va travailler avec du binaire, donc on va gagner, je suppose, déjà en performance. Et comme 25%. Tu dis, c'est 25% de quoi de performance en termes de quantité de données ou en termes de temps de traitement aussi? Pour un payload strictement idiotique en JSON, par exemple, la différence est de 25%. Ah ouais, ok. Ouais, donc, ça prend moins de place, donc la bande passante en prend moins, et le traitement de temps est plus rapide puisqu'il n'y a pas de sérialisation en JSON qui est plus lente qu'avec le binaire. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, comme tu dis, si je comprends, c'est du streaming, donc on va, je suppose, peut-être le voir après, créer un flux, mais donc tu peux envoyer des morceaux. Donc, si tu parles d'un fichier de 50 mégas ou de beaucoup de données envoyées, s'il y a un plantage ou un couac au milieu, tu n'es pas obligé de tout réenvoyer comme avec une web API, par exemple.
Non, tout à fait. Tu peux faire une petite poutine qui te fait en sorte que s'il y a un petit crash ici, je reprends à cet endroit-là, à la ligne 10, 15, 20, whatever. Pas de Une problème petite avec quoi? Une petite poutine, ça m'a donné faim. Une petite poutine, tout à fait. Une Ou une petite, c'est patente. jamais petit des poutines. Jamais. Reprenons, s'il vous plaît. S'il y a une coquille. Ok, oui. Et donc, là, on voit bien, donc on arrive à faire communiquer deux serveurs, deux services entre eux. Donc, on augmente les performances. Je suppose que c'est ce que Google utilise sur ses serveurs en communication interne pour avoir des performances quand même améliorées. Je suppose que s'ils l'ont inventé, c'est quand même qu'il y avait un intérêt, quoi. Ils le consomment. Après, sur tous leurs services, ça, je ne sais pas malheureusement, mais il y a de très bonnes chances. Tu sais si Microsoft ou si d'autres sociétés l'utilisent déjà à grande échelle, on parle, donc sur des services existants, tu sais pas? J'ai vu quelque chose passer sur Twitter. Tu te souviens, Michel Perfetti nous avait mentionné, je ne sais plus quelle compagnie. À ma connaissance, chez Microsoft, pas encore. C'est assez récent chez Microsoft. Oui, c'est parce que c'est ça, tu dis que toi, vous n'utilisez pas encore non plus parce qu'on est en mode, c'est en mode bêta, parce que la norme, elle existe, enfin, non, pardon, pas la norme, la spécification, elle existe depuis, déjà, tu me parlais de quoi, de 2004, c'est ça, si j'ai bien retenu? Exactement. Et Donc puis ça ça a fait déjà été un bout de temps. stabilisé et open source en 2014. Donc on va dire qu'il y a peut-être eu une dizaine d'années où cette spécification a évolué pas mal avant d'être finalisée finalement. Mais donc, c'est quand même déjà utilisable depuis 6 ans maintenant, donc ça fait quand même déjà en informatique, c'est beaucoup, quoi. Donc, Pour c'est les quoi? autres langages, C'est ça, ok. par exemple en Python, c'est très souvent utilisé avec du Python. C'est éprouvé, ça fonctionne. Maintenant, ça reste quand même nouveau chez Microsoft. Oui, c'est ça. C'est plus l'aspect développement et implémentation chez Microsoft qui le Exact, fait que dans nos développements, dans les technos que nous on utilise, c'est peut-être un peu plus récent, quoi. tout à fait. Ok. Alors, si on veut rentrer dans le vif du sujet, si on fait une comparaison, je pense notamment à l'histoire des web services qui sont de moins en moins utilisés quand même. Dans des web services, on avait la notion du WSDL, donc la Tu notion parles de de contrat. WCF, c'est ça? Ok. Oui, on avait la notion de contrat. À partir des contrats, on générait automatiquement enfin, on avait des outils qui nous permettaient de générer automatiquement du code qui nous permettait de communiquer avec ces services, etc. Comment ça se passe avec gRPC? Alors, je vais mettre mon PowerPoint si vous voulez bien. Ouais, vas-y. Donc, pour répondre à ta question, juste avant, pour summariser un petit peu le tout, on a vu ce que c'était, comment ça fonctionnait. Mhm. Ce que j'ai oublié de dire avant de le comparer à WCF, c'est le protocole SOAP avec WCF. Tandis qu'avec gRPC, c'est finalement un appel REST travesti, on va dire. Parce que c'est un appel HTTP en poste qui envoie un content type application gRPC qui fonctionne avec des headers classiques comme une web API RESTful, avec des headers spécifiques que l'on nomme trailers, avec un statut HTTP qui est toujours à 200, quoi qu'il advienne, contrairement à WCF et à une web API. Par contre, pour savoir quel est le résultat final, il ne faut évidemment pas se baser sur le statut HTTP 200, mais sur un gRPC status que nous avons. Et il y a 16 valeurs possibles. Petit mot sur le statut HTTP 200. Évidemment, si le serveur crash, l'application ne va pas renvoyer HTTP 200 puisque c'est une seule fois que la requête est prise en charge par le serveur et donc l'application et la pipeline gRPC que le statut 200 est toujours renvoyé. Et il fait quoi? Il va ouvrir un flux continu? Donc, tu vas ouvrir un peu comme du Signalair, par exemple, dans lequel tu envoies des messages et puis tu reçois les réponses dans un flux continu, ou c'est vraiment comme de l'HTTP, tu envoies une requête, tu obtiens le résultat et puis ainsi de suite? Ou en fait, les deux, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'avec gRPC, tu peux simuler une sorte de web API. C'est ce qu'on appelle des services de type unaire. J'ai une requête, j'ai une réponse, la connexion se ferme. C'est ça. Ça ne tire pas bénéfice de la puissance d'HTTP2. Pourquoi? Parce qu'avec les services en streaming,
J'ouvre une connexion, le serveur y répond, et ni le côté serveur ni côté client, la connexion se ferme grâce à HTTP2 qui permet de maintenir une connexion ouverte presque indéfiniment. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Signalaire où la connexion ne se ferme jamais. HTTP2 se ferme automatiquement quand il le décide lui-même, c'est-à-dire quand il décide qu'il n'est plus utile. Ouais, Donc, c'est ça. elle reste un petit peu ouverte pendant un certain temps. Donc, elle n'a pas vocation à remplacer Signalaire pour parler de Signalaire. Et sur ce canal, il y a moyen d'envoyer à ce moment-là dans les deux sens, ou bien on va un peu comme des web API, j'appelle, j'obtiens un résultat, donc c'est monodirectionnel, quoi. C'est pas monodirectionnel, enfin ça l'est dans le cas d'un service unaire, mais il y a deux types de services bidirectionnels, enfin plutôt de streaming. Bidirectionnel client-serveur ou serveur-client. C'est ça. Donc on passe dans le mode streaming à ce moment-là si on veut faire du multidirection. Ok. Exactement. Le client peut faire du streaming vers le serveur et à l'inverse, le client peut recevoir des données en streaming depuis le serveur. Ok. Et est-ce que tu as justement, si on fait la comparaison avec, moi je pense à WCF, on a des possibilités de binding WCF où on a ce qu'on appelle du dual binding, où on peut, j'allais dire, envoyer une requête auprès du serveur et lui dire, quand tu auras fini, tu me rappelles à ce point-là, à ce point de réception. Donc, en gros, une sorte de callback, quoi. Il n'y a pas de callback, il y a simplement du streaming ou une connexion one-shot requête-réponse, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Pour en revenir à la comparaison avec WCF, on voit ici un fichier protobuf qui est, si je puis dire, l'équivalent d'un WSDL, qui est simplement un fichier XML en WCF. Ici, c'est un langage qui a été développé par Google, qui est la syntaxe protobuf. La syntaxe protobuf, comment fonctionne? On en est à la version 3. Il y a eu précédemment une version 1 et 2 qui sont aujourd'hui obsolètes. Okay. Dans ce fichier, nous allons décrire nos services ici, avec le mot-clé service, et on va définir chaque service avec le mot-clé également RPC, un mot-clé qui est réservé. Et on va définir nos objets entrants et sortants. Comme il n'y a pas de convention chez Google, il faudrait faire, si je puis dire, sa propre convention. Pour les messages entrants, on les suffixe par request. Pour les réponses, il faudrait les suffixer par reply. C'est un petit peu comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais pour la clarté, c'est bon. Un petit mot sur la syntaxe protobuf, le héritage n'est pas supporté. Donc, si vous avez plusieurs requêtes avec des payloads qui se ressemblent, vous allez être obligé de les dupliquer, il n'y a pas d'héritage. Comment ceci est généré? Avec un outil qui s'appelle Protoc. Protoc, c'est Protobuf Compiler, tout simplement. Vous allez définir vos protobufs, les écrire, vous allez compiler votre application et Protoc va se charger de déposer dans votre répertoire Object Debug .NET Core App 3.1 ou 3.0, peu importe la version que vous utilisez, un fichier contenant vos entités, les messages, et un autre fichier qui contient le client HTTP customisé et les méthodes. Le client HTTP en C# alors? Le client HTTP est généré en C#. Tout est généré en C#. Sauf si vous avez choisi, évidemment, ASP.NET Core en projet VB.NET, évidemment. Juste une petite remarque, Protobuf, c'est un rapport avec le protocole de sérialisation qu'a fait Google aussi ou pas du tout? Alors, ce que Protobuf, lui, c'est un compiler. Il va simplement transformer vos entités, enfin, votre fichier Protobuf dans le langage spécifié. Visual Studio te le masque, mais en arrière, il passe en paramètres en ligne de commande, je le veux en C#, il génère en C#. Ça n'a absolument rien à voir avec la sérialisation binaire, elle. C'est simplement que votre classe, ensuite, derrière, va s'occuper de transformer ton payload binaire en objet, en entité. Donc, c'est ta classe qui est générée qui va faire la transformation, tout simplement, à la réception. Ok, et ça, cet outil-là, c'est un outil qu'on retrouve comment?
Si on veut, imaginons moi demain je veux démarrer, il y a quoi? C'est un package NuGet, c'est quoi? Alors, si tu ne fais simplement que de l'ASP.NET Core, il est inclus dans Visual Studio. Dans Visual Studio, sans installer de package en plus? Non, c'est inclus dans Visual Studio. C'est une action post-build, en réalité, en arrière. Si tu regardes tes logs pendant la compilation, si tu les mets en mode verbeux, tu vas voir qu'à un moment donné, il va y avoir une commande qui s'appelle protoc, qui prend en paramètre le chemin de ton fichier protobuf, le fichier de sortie pour tel langage. Par contre, tu peux télécharger protoc toi-même et le réaliser toi-même à bras. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si tu utilises gRPC Web, je vais vous le montrer tout à l'heure si vous le voulez, tu vas être obligé de le faire toi-même pour les transformer en entités JavaScript. Ok, mais donc dans Visual Studio, si je comprends bien, il n'y a pas de besoin de faire des installs. Ça fait partie de l'install de Visual Studio d'avoir cet outil de compilation alors. Tout à fait, il est automatiquement utilisé à partir du moment où tu développes, ou plutôt tu utilises un template gRPC. Parce qu'il y a un template gRPC dans ASP.NET Core. C'est ça, d'accord, ok. Donc il faut quand même demander de faire d'abord l'installation du template gRPC pour pouvoir obtenir l'outil et l'utiliser. Exactement. Enfin, il est inclus si tu veux dans Visual Studio, mais c'est à la compilation. Oui, tout simplement. C'est ça, d'accord. Donc, tes classes, elles sont générées ici, tout simplement. Et à partir de ça, tu vas pouvoir écrire ton premier service. Tu hérites de ta classe qui est autogénérée, tu override tes classes, et ici, on retrouve nos deux méthodes, whois, introduce yourself, qui prennent chacun en paramètre le message qu'on leur a défini, et le server call context, qui est un petit peu le contexte HTTP de ton service gRPC. Ok. Donc, c'est à partir de là que tu extrais ton user. Par exemple, tu vas faire context.user. Les claims, par exemple, si tu veux vérifier les claims, etc. Ouais. Ça n'apparaît pas ici, mais tu peux, ça supporte tout à fait l'autorisation avec des tokens ou Kerberos. Tu mets ton data annotation authorize avec ton rôle si tu en as besoin. Ah oui, c'est ça. Ok. Ça fonctionne, oui, ça utilise les fonctionnalités même standard d'ASP.NET du coup. Exactement. Il n'y a rien qui change. Absolument rien. Comment le configure? Ce fichier qui est généré, après, si tu veux le personnaliser, et imaginons que je développe et le serveur et le client, et le serveur client, j'allais dire. Oui. Je fais les deux à la fois. Si je fais évoluer le contrat, j'allais dire, du serveur, il faut que je fasse évoluer également l'implémentation côté client. Donc, ça veut dire que la classe qui a été générée là, si j'ai rajouté du code personnel, il est foutu à la poubelle, quoi. Alors, effectivement, tu as une composante serveur, tu génères tes entités serveur. C'est exactement ce que je vous montre ici. Par contre, si tu génères ensuite un client, tu dois donner le fichier, on va dire, protobuf up-to-date au consommateur qui va régénérer de son côté son client et ses messages. Tu n'as pas le choix. Oui, donc il faut faire attention quand on développe son application cliente, de ne pas mettre de code dans le consommateur, quoi, pour éviter, au cas où il y ait des évolutions et qu'il y ait tout qui passe à la poubelle, quoi. Alors, oui, mais je vais revenir en arrière. Je ne vous l'ai pas montré, je m'excuse pour ça. C'est que tu as une possibilité de versionner tes services. Et ça s'appelle package ici. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et c'est simplement la version de ton service. J'aurais très bien pu mettre V1 ici. Aucun problème. Si maintenant je garde mon protobuf ici, j'en crée un autre et je l'appelle V2, je vais pouvoir enabler les deux simultanément. Donc ne rien briser. Si bien sûr le client en fait de même de son côté. Ouais, c'est ça. Et il y a une distinction entre l'aspect serveur, parce que ça communique, donc deux serveurs vont communiquer entre eux. Là, via ce fichier, tu génères, donc tu compiles du C# qui va permettre de communiquer.
Oui. Mais donc, il faut donner le même fichier pour le compiler sur l'autre serveur aussi pour générer l'autre application. Mais il n'y a pas de notion de moi, je suis l'hôte, le serveur qu'on va appeler, et moi, je suis le client. Non, Tu vois ce que je veux dire? tu développes ta composante serveur et dès que tu fais une modification, tu n'as pas le choix que de donner le fichier protobuf. Si tu veux, les classes qui sont compilées ne sont pas partagées entre le client et le serveur. Chacun de son côté génère ses classes à partir. En plus, le client et le serveur, c'est différent parce que tu as un HTTP client qui va consommer et son implémentation qui est auto-générée par Protoc est légèrement différente de la partie serveur. Donc tu ne pourrais pas simplement copier-coller, ça ne fonctionnerait pas. Oui, c'est ça. Mais donc, ce qu'on fait ici, en gros, la mise en forme, on va dire, le fichier qui nous donne la signature des différents objets, des différentes méthodes, on va donc le compiler en mode serveur et lui, il aura toute la logique pour pouvoir répondre en mode serveur et puis tu auras un autre compilateur pour générer l'aspect client. Alors. Tout à fait. C'est automatique pour la partie serveur. Par contre, quand tu es un client, tu fais simplement référencer, comme en fait un projet Open Web API, au lieu de référencer une URL pour une Web API, tu cliques droit, tu fais ajouter une référence web dans Visual Studio, et là, tu lui donnes le chemin de ton protobuf et il va être assez intelligent pour générer les classes clients. C'est comme ça que ça marche côté client. D'accord, ok. Ok, ouais, donc c'est un peu le même principe, quoi. Exactement. Alors, comme tu peux le voir ici, ou comme vous pouvez le voir, pardon, c'est un template ASP.NET Core. Donc, au final, il y a simplement une méthode d'extension. Plutôt que de faire add controllers pour une web API, on fait add gRPC et on fait use endpoint pour enabler les services gRPC. Alors, au final, on n'est pas obligé d'utiliser le template gRPC. Tu peux télécharger toi-même tes propres packages nuggets à partir d'un template ASP.NET Core classique. Et tu rajoutes toi-même tes extensions. Donc, c'est un petit peu un raccourci pour aller plus vite quand tu utilises le template gRPC. Ok, et qui a développé cette bibliothèque et le gRPC? C'est Microsoft ou c'est Google ou d'autres? On va y revenir et tu fais bien de me poser la question. Voici comment ça se passe. On dirait qu'il a préparé l'émission. Ouais. Alors en fait, je reprends le schéma du PM qui est Sourab Sherbati chez Microsoft. Comment ça s'est passé? C'est simplement ce qui est en blanc a été développé par Google. On voit ici, c'est gRPC Core. On parle que de l'ASP C#, enfin la partie ASP.NET alors. Hein. Alors ça, c'est tous les packages en C#. Il faut savoir qu'en fait, Google a développé ses propres packages qui sont nommés gRPC Core en C#. À l'origine, c'était simplement pour pouvoir créer, avant qu'en plus .NET Core arrive, pouvoir consommer des services gRPC qui étaient en PHP, en Ruby, à partir d'un client C# en ASP.NET, en .NET tout court. Ah oui. Okay. Donc, ce qui est en blanc est l'œuvre de Google. De Google, ouais. Ce qui est en jaune-orange, c'est l'œuvre, on va dire, de la team gRPC. En fait, c'est pas Google, c'est simplement la communauté. Ok. La communauté. Et ce qui est en vert, c'est Microsoft, tout simplement, qui a réutilisé l'existant pour faire son implémentation ASP.NET Core et .NET Core client. Parce que ce qui est en vert ne fonctionne qu'avec ASP.NET Core et .NET Core. Ouais, c'est ça, ok. Ce qui est en jaune est agnostique du framework Microsoft. C'est simplement du C#. ASP.NET Core est version 3 en plus, 3.0 ou plus. 3.0 minimum, effectivement. C'est ça, donc s'il y a des auditeurs qui sont toujours, et moi j'ai des clients qui sont toujours en version 2.1 ou 2.2, il est hors de question de se dire on va faire du gRPC. Quoi. Seulement si tu veux le consommer en tant que client, tu peux. Ah oui, parce que tu vas utiliser gRPC Core, gRPC Tools et Google Protobuf. Si tu veux une implémentation serveur, tu n'as pas le choix d'implémenter, ou plutôt d'utiliser ASP.NET Core 3.0 minimum. Ok, parfait. Et il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'en fait, dans les versions antérieures d'ASP.NET Core, les trailers n'étaient pas supportés. Tout simplement. Pas de trailers, c'est-à-dire des custom metadata dans les headers, pas de gRPC, tout simplement. Ok. Nous y voilà. Donc, ouais. Donc, ici, c'est la configuration de ma partie serveur. C'est un template ASP.NET Core avec
map gRPC service @ gRPC. Tout le reste est strictement identique à ASP.NET. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on fait maintenant pour créer un client .NET Core 3 dans Visual Studio? Eh bien, je clique droit, service référence dans mon projet, et il y a une section qui s'appelle maintenant gRPC qui n'était pas présente avant Visual Studio 2019, puisque Visual Studio 2019 est requis au minimum. On ajoute un service gRPC ici. Tu donnes le chemin, il l'intègre, et tu fais build, et il va générer tes classes clients. Même chose, ici. Ok. Classe client. Oui, vas-y, Richard. On a un peu le même, j'allais dire, le même schéma que je reviens toujours avec mon WSDL, etc. Quoi. C'est ça, exact. Où on a la référence avec le endpoint, et à partir du endpoint, il va nous générer automatiquement les classes qu'on va pouvoir utiliser, quoi. Exactement. La différence, c'est vrai qu'il y a, tu m'y fais penser, il y a quand même une différence majeure. C'est-à-dire qu'avec WCF, soit tu exposais avec une URL publique ton service ou un fichier de référence. Ici, tu es obligé d'avoir ton fichier en local pour le moment parce qu'il ne supportait pas l'URL. Ça, c'était la première version d'ASP.NET Core 3.0. Je n'ai pas réussi avec ASP.NET Core 3.1. Mais il me semble bien qu'avec une mise à jour de Visual Studio récente, tu peux consommer à distance et puis non plus en local le contrat. Le contrat, exactement. Et j'ai vu un article de blog passer, je ne sais plus si c'est Chris Sainty ou quelqu'un d'autre, qui exposait par l'intermédiaire d'une web API un fichier protobuf. C'est peut-être Christophe, non, qui l'a publié. Évidemment que c'est moi. Eh ben c'est Christophe, pardon, c'est pas Chris, je m'excuse. N'importe quoi ici. Je m'excuse. Quel sacrilège. C'est Chris Senti qui a partagé ça et que nous retrouverons au DevD le 18 juin. Non, tu veux pas le dire. Au Blazor Day. C'est le Blazor Day. On en reparlera en fin d'épisode aussi, le Blazor Day, puisqu'il n'y a pas de raison. C'est déjà placé. Voilà. Et bien voilà, on a généré nos classes côté client. Maintenant, j'ai envie de consommer un client gRPC avec .NET classique, pas .NET Core. Enfin, si je puis dire. Donc, supposons que je suis toujours au framework .NET 4.8. Eh bien, je peux utiliser, consommer un client gRPC avec gRPC Core, tout simplement, et un autre package que vous devez télécharger et vous pouvez retrouver en référence dans mon projet GitHub, grpc.net.client, qui est agnostique de .NET ou de .NET Core. Ici, il expose un client classique, vous lui passez en paramètre l'URL, ici, vous allez créer un channel et votre client, il va prendre le channel en paramètre. Et la magie opère. Et si le contrat, parce qu'on a fait une mise à jour sur le serveur par rapport au client, ne correspond pas, ça fait boum ou ça va quand même essayer? Ça fait quoi? Ça va faire une 404. Une 404? Ah bon? Exactement, parce que le serveur ne trouvera pas la ressource en arrière. Ah ouais. Oui, j'ai dit, il y a toujours des 200, sauf si le serveur, effectivement, ne fonctionne pas. 500, 503. Ouais, c'est ça. Je parle du serveur, pas de la côté application. Et si la pipeline IIS, enfin c'est plutôt IIS, ne trouve pas l'URL exposée, ça va être une 404. Ok. Et une question que j'avais notée, mais qui est à mon avis dans la même ordre d'idée ici, qu'est-ce qui se passe en termes de réseau, on va dire, de couche réseau? Bon, tout ce qui est HTTP, c'est bien connu, HTTP, HTTPS, les administrateurs réseau et infra savent ce qu'il faut faire passer. Maintenant ici, comme c'est du binaire, c'est quoi? Il y a des protocoles, il y a des ports particuliers par convention? Absolument rien. Absolument rien. En fait, je l'avais dit au tout début, c'est un appel REST déguisé. Okay. Je pose du binaire, mais ça fonctionne comme un appel REST. Dans le fond, c'est du REST quelque part, mais c'est un REST vraiment, on va dire, un peu spécial. Donc c'est de l'HTTP quand même. C'est un post HTTP, via HTTP 2, pas HTTP 1. Et au niveau du réseau, ça ne change rien. Que tu fasses un call HTTP 2 ou HTTP 1, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas comme quand on utilise un protocole TCP, Exactement, ça n'a
On s'en fout, ça. C'est vraiment. C'est comme Ouais. si tu appelais une web API qui te renvoyait toujours 200. Donc ça veut dire que lui, il fait quand même une serialisation, je sais pas, en base 64 ou ce genre de choses pour. Alors, binaire, quand c'est gRPC, le base 64 ou le texte, c'est pour gRPC web, pour D'accord. rendre compatible Avec les navigateurs. avec un navigateur, tout à fait. Parce que le D'accord. navigateur, il ne saura pas quoi faire du binaire, malheureusement. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est du vrai binaire. C'est ça que j'allais dire. Si tu dis il y a rien ne change, à mon avis, effectivement, il y a quand même parfois certains firewalls qui vont analyser le contenu et donc ils vont se dire ah tiens, il y a un truc bizarre que je connais pas, notamment du binaire. Ils vont peut-être te dire j'envoie péter et je retire sur le côté, quoi. Mais bon, ça, c'est des configs, à mon avis, firewall un peu particulières ou qui sont facilement réglables. Alors, moi, j'ai vu passer des personnes sur Twitter qui se vantaient d'avoir fait fonctionner ça. Dans une infrastructure as code, ils m'ont jamais mentionné aucun problème avec ça, Une fois que tu l'héberges, c'est transparent. Habituellement, ça râle pas. Peut-être que ça arrive si tu as un administrateur réseau qui est un petit peu parano. Ouais, c'est Il ça. va peut-être mettre des règles, mais on va dire que tu peux mettre des règles, mais elles ne sont pas nécessairement appliquées par défaut. Ton payload en binaire ne sera pas bloqué par défaut, en fait. Tu n'auras pas ce genre de problème-là. Ça ne m'étonne pas parce qu'en plus, comme on parle surtout de communication de serveur à serveur, en général, si on est sur des réseaux internes, il y a moins de, pas de moins de sécurité, mais il y a quand même plus de choses qui passent, quoi. Ouais. Exact. Ok. Voilà, un client en .NET classique. Mais comment fait-on dans un client .NET Core? Eh bien, voici. C'est légèrement différent. Alors ici, on ne voit pas le nom du package. C'est toujours gRPC Core, mais c'est parce qu'en fait, le package, il s'appelle grpc.net.client, mais en réalité, le namespace, c'est toujours gRPC Core. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas ici. C'est différent. Parce qu'ici, tu peux. Il y a des méthodes d'extension dédiées dans l'injection dependency, dans Microsoft Dependency Injection. Tu peux ajouter avec une méthode d'extension ton service client, tu lui configures son adresse et ensuite tu consommes exactement de la même manière. Donc c'est la spécificité de l'implémentation .NET Core. Ouais, c'est ça, c'est le démarrage, quoi. Elle est automatiquement, on va dire, prévue pour le système d'injection de dépendance d'ASP.NET Core et de .NET Core classique. Ouais, c'est plus de la syntaxe qu'autre chose, quoi. Exactement. Exactement. Même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec gRPC côté ASP.NET Core? Eh bien, pas nécessairement tout à fait la même chose qu'une Web API. Pour l'authentification, il n'y a aucun problème. Tu peux faire du Kerberos, mais attention, sur Azure, il y a encore des problèmes à date. Il y a encore des petits problèmes de compatibilité. Évidemment, tu ne peux pas utiliser de cookies, mais tu peux dans gRPC Web, dans la partie web de gRPC, et les tokens, aucun problème. Auth ou OpenID Connect, tu peux aussi utiliser la fédération avec ADFS aussi. Tu peux faire du CRUD, mais attention, à toi et toi seul développeur de mettre en place tes propres normes, tes propres spécifications. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de prévu dans tout ça. Tu dois bien nommer tes entités entrantes, sortantes et le nom de tes méthodes pour faire la distinction entre de la création, de la récupération, de la mise à jour. Pourquoi? Parce que tu as toujours le même verbe qui est utilisé, c'est post, tout simplement. Et c'est pas toi non plus qui fais le routing, il crée l'URL pour toi. Tu n'as pas à la créer toi-même, donc il n'y a plus de débat non plus sur les verbes. Ouais, c'est ça. C'est juste en gros vraiment technique. On se retrouve vraiment au niveau des méthodes et des objets qu'on va échanger, comme si on avait une DB locale, quoi. Exactement. C'est complètement. Tu n'as plus à te soucier de comment le client va consommer, en fait. Tu lui exposes des méthodes, il les consomme, peu importe le verbe, le nom de tes variables, il suit le contrat, c'est tout, c'est automatisé. Tu peux faire du login. Oui. Enfin, je fais juste une petite parenthèse. J'ai toujours pas compris pourquoi dans une approche REST, il fallait à tout prix utiliser ce verbe-là plutôt que ce verbe-là dans tel contexte, etc., quoi. C'est plus par convention, je suppose, non? C'est comme ça qu'on l'a vu, quoi. Voilà, c'est plus par convention qu'autre chose. Oui. C'est simplement une norme RFC.
contrairement à gRPC où il n'y a pas de norme RFC, tout simplement. Alors évidemment, tu peux faire du get en utilisant une méthode post. C'est toi qui vois. Mais t'as pas de blocage en fait si tu veux. Si tu veux outrepasser la norme, ça va marcher. Tout simplement. Ouais. Bon, parenthèse refermée. Pas de problème. Tu peux faire du login, pas de problème. Via l'injection de dépendance, tu injectes ton logger dans tes services. C'est strictement identique à Spinnet. Tu peux faire de l'audit et du monitoring avec des intercepteurs. Tu peux faire du global error handling avec des intercepteurs. Je reviens tout de suite, vite fait, à Application Insight. Je vais vous poser une question, on va jouer à un petit jeu si ça vous dit. À votre avis, pourquoi débugger dans gRPC dans Application Insight pourrait être compliqué? C'est la question du jour. Pourquoi débugger Pourquoi débugger dans Application Insight pourrait être compliqué, c'est ça? Exact. Parce que c'est du binaire. Mais encore. C'est du 200. C'est du 200, Bien oui. vu. Félicitations, c'est la réponse de Richard. Et j'ai gagné quoi? Richard, t'as gagné une casquette. You are the winner, effectivement. Ah oui, c'est vrai, tout passe en 200. Et un superbe ballon, là. Effectivement, c'est toujours 200. Pour débugger, voir quelle requête a failé, tu es obligé de double-cliquer une par une et d'aller voir s'il y en a une qui contient une exception qui a été loguée. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et il n'y a pas moyen de mettre dans Application Insight, par exemple, d'intercepter en quelque sorte pour justement donner des règles à ce niveau-là et de dire, tiens, affiche-moi une 500 ou simule-moi une 500. À date, non. Cependant, j'ai envoyé un message au PM chez Microsoft. C'était décembre ou janvier dernier. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de travailler sur un outil qui va permettre de faire un Application Insight, si je puis dire, pour gRPC. Donc, pour pouvoir débugger et avoir des vrais logs consistants et qui reflètent la situation et pas voir que des HTTP 200 OK. Et sinon, pour le moment, tu fais quoi alors? Parce que oui, c'est vrai que si tu vas tout passer en 200, tes statistiques, elles sont toujours bonnes. Hein. Bah oui. Alors, moi, j'aime bien, moi. Je fais du login. Fais de l'audit, du monitoring et du logging. Donc, je log mon appel courant. Donc, du login, tout simplement, classiquement. À la main, quoi. C'est toi qui envoies les messages, quoi. Enfin, les logs. Exactement, avec le iLogger, tout simplement. L'implémentation Serilog. Après, vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez. Après, oui, j'ai quand même activé Application Insight pour aller voir, pour le fun, mais je m'en sers pas trop parce que je suis obligé de chercher à la main et ça prend beaucoup de temps. Ouais. Oui, ou alors il faudrait faire des intercepteurs d'Application Insight pour avoir les données que tu veux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu pourrais faire un intercepteur dans tes différents contrôleurs et faire un log à l'intérieur de l'Application Insight pour loguer ce qui va pas, quoi. Bon, exact. C'est à la main. Hein. Oui, parce que le comportement par défaut, c'est tu vois la liste de tes requêtes. Tu vas voir que c'est assez compliqué. Et généralement, on n'a peut-être pas envie de travailler là-dedans et de faire ses propres intercepteurs. On va simplement faire du login dans un fichier plat et tout le monde est content. Ouais. Ok. Alors, on peut faire de l'interception globale avec un interceptor, ce qui est l'équivalent des middleware à Spinnet Core. Donc, si vous souhaitez utiliser des middleware dans Spinnet Core, ça ne marche pas. Ça descend la pipeline, mais ça ne la remonte pas en cas d'interception. Donc, oubliez le middleware qui va loguer vos erreurs. Il faut utiliser un intercepteur. Ok. On peut implémenter des health checks dans gRPC. Là encore, il va falloir générer son propre protobuf. Il va falloir faire un fichier protobuf dédié à ça. Mais là, c'est vrai qu'on va déjà un peu plus loin dans l'utilisation. C'est pas en démarrant avec du gRPC que tu vas commencer à faire ça, quoi. Non, c'est simplement les possibilités. Jusqu'où on peut s'en aller et comment on pourrait le comparer à une Web API pour quelqu'un qui aime et qui ne jure que par les Web API. Voici ce qu'il pourrait faire s'il passe à gRPC. On peut faire des tests d'intégration avec test server. Par contre, et là c'est le plus embêtant, il n'y a pas de validation native. C'était possible avec Protobuf 2 de faire de la validation de modèles, ce n'est plus le cas. Et Microsoft n'a pas non plus d'implémentation comme des
une sorte de data annotation spécifique à gRPC pour faire de la validation. Ah ouais. Par contre, vous pouvez télécharger le package Calzolari grpc.net.client validation. Il y a une partie serveur aussi également qui s'appelle .spnetcore qui permet d'envoyer les requêtes, d'envoyer les erreurs de validation, et client validation qui permet de les consommer via une méthode d'extension dans une URPC exception. Calzolari, pour la petite info, c'est moi-même. Ok. Alors, Donc le projet et le composant est bien fait. Forcément. il est basé sur Fluent Validation, donc je me suis fait aider. Spaghetti, bœuf, tout Ouais. ça. Mais ça marche. J'ai eu quand même pas mal de remerciements parce qu'il n'y a aucune validation native. Il aurait fallu la faire à bras. Et c'est un petit peu gênant. Pour gRPC pur et dur, je pense que on a fait rapidement le tour. On peut passer à gRPC Web si vous le souhaitez. Ouais, peut-être juste expliquer rapidement. Enfin, je vois ici le problème. Enfin, le problème, la question, c'est on parle de JavaScript. Donc, c'est une question que j'avais notée que j'allais te poser pour tout à l'heure. Le gRPC, on parlait entre serveurs. Si Exact. maintenant, je suppose qu'il y a, puisque je vois JavaScript Client librairie, s'il y a des librairies JavaScript, ça veut dire qu'on peut directement communiquer avec un client web, mais du coup, on doit passer par un autre outil, c'est ça? Alors, oui et non. Il y a deux possibilités. Mhm. Tu n'utilises pas ASP.NET Core, tu utilises PHP. Tu vas devoir utiliser un proxy qui va transformer HTTP1 en HTTP2 et qui va devoir connaître son protobuf pour tout simplement transformer pour toi le binaire en JSON ou texte. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, nous sommes dans ASP.NET Core. Eh bien, on n'a plus besoin de proxy de type Envoy. gRPC dans ASP.NET Core 3 va lui-même faire le proxy. C'est-à-dire que tu vas lui envoyer un content type gRPC Web ou gRPC Web-text. ASP.NET Core va automatiquement comprendre ta requête et il va dire « Ah, j'ai quelqu'un qui me demande plus du binaire, mais qui me demande du base 64 ans de code pour le premier gRPC Web ou du texte brut. Pas de problème, je ne te l'envoie pas en binaire, je te l'envoie dans un de ces deux types de sérialisation. » Et donc ça, c'est de base maintenant dans ASP.NET Core. C'est de base dans ASP.NET Core. Donc ça veut dire que si tu as des serveurs qui communiquent, c'est ce qu'on voit là, je suppose, sur le schéma, qui communiquent entre eux, ils vont utiliser le binaire classique gRPC, ok. Et puis si un jour tu te dis, ou même au moment tu dis, je vais rajouter un client qui lui, un client web browser, il va d'office, il n'y a rien à faire côté application de ce que tu as développé, tu envoies juste un content type différent et paf, c'est bon. Exactement, plus besoin de proxy. Ok. Alors, revenons à Protoc. Protoc est de retour, on va en avoir besoin pour générer tes entités. Ouais. Là, tu vas pouvoir le télécharger. Alors, il est peut-être dans la slide d'après. Non, je ne l'ai pas mis. Il n'est pas dans la slide d'après. Je vais vous donner le lien après. Tu fais download Protoc sur Google et tu vas voir une page web qui va te permettre de télécharger Protoc pour le langage C#, pour le langage JavaScript, pour le Python, etc., etc. Par contre, il n'y a pas de point d'exécutable, si tu veux, pour TypeScript. Tu vas devoir télécharger l'exécutable Protoc de base, qui est compatible avec plusieurs langages par défaut. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter un plugin. Alors le plugin, bizarrement, on ne le voit pas ici. Il est sous mon image. Je suis en mode présentation, je ne peux pas déplacer l'image. Mais c'est TS Protoc-Gen. C'est un projet open source. Et tout simplement, finalement, un package node. Vous faites Protoc-Gen, je me trompe, Protoc-Gen-TS, et vous allez le trouver sur Google, vous allez pouvoir le télécharger. Qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est, au lieu de générer vos classes, enfin, il va continuer à générer vos classes en JavaScript. Donc, on a ici notre service, notre client, ici nos entités. Mais en plus de ça, il va générer
vous permettre de générer vos fichiers de définition pour TypeScript. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est la seule chose dont il a besoin en plus du JavaScript de toute façon. Exactement. Mais sinon, tu peux très bien utiliser, sans ce package-là, tes fichiers en JavaScript tout court. Ouais, Sauf ouais. qu'ils ne seront pas typés. C'est possible ça. aussi. Tu n'auras pas la définition, ouais, c'est ça. Donc, À donc quoi si je reprends bien, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que avec cet outil, on définit, on lui donne l'URL de la définition du service, et il va générer automatiquement les fichiers de définition côté JavaScript, côté TypeScript. Alors, là, quand j'ai créé ce projet-là, j'avais besoin d'avoir le fichier en local. Mhm. Il ne prend pas en paramètre d'URL par contre. Protoc, on va dire, j'ai rencontré quelques bugs. Déjà, tu es obligé d'utiliser des fichiers avec des chemins sous Windows et pas sous Linux. Et c'est ça la bizarrerie. Tu es obligé d'utiliser des chemins absolus et pas relatifs. Et les URL ne sont pas supportés. Donc, il faut que tu aies ton fichier en local. Petite précision. Ouais, mais enfin, le principe c'est le même, quoi. Voilà, c'est ça. C'est peut-être des améliorations qui vont arriver. Je ne sais pas si au niveau de la version, si il y a du bêta ou des choses comme ça, mais globalement, pas par on donne des Microsoft, par paramètres contre. et ça marche pas. C'est pas Microsoft, donc c'est complètement deux écosystèmes différents, deux équipes différentes qui ne communiquent pas forcément entre elles en plus. Ah ouais. Donc quand tu as un problème avec l'un, on va te rediriger chez l'autre. Et l'autre, de temps en temps, va te dire non, c'est pas moi, c'est chez Microsoft. Voilà. C'est bonne à quoi ressemble un client? Eh Mhm. bien, on importe gRPC. Je ne l'ai pas mis tout en haut, il est au-dessus de l'export, mais encore une fois, on pourra télécharger mon repository GitHub, vous aurez toutes les références de code. Ici, j'utilise un service unaire, donc je simule, si on veut, une requête, une réponse. Là, voilà, une web API. C'est une promesse. Les observables dans Angular ne sont pas supportés. Donc, on va travailler avec des promesses. Et on a une méthode qui s'appelle onEnd ou comme onComplete, etc. dans les autres librairies JavaScript. On va agir quand on reçoit la réponse. Dans le résultat, on a les trailers, les messages, les headers, le status message et le status. On peut faire ce qu'on veut avec. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir utiliser la syntaxe async await avec TypeScript. On peut utiliser la syntaxe async await, tout à fait. La désérialisation est un petit peu bizarre, pour ne pas dire compliqué. C'est du base64 qu'il faut transtyper en asObject. Et une fois que c'est fait, on peut itérer avec un map dans nos entités pour faire du mapping. Je n'ai pas consommé ma réponse directement parce que c'était un objet assez complexe. J'ai récupéré uniquement ce que j'avais besoin pour le mapper dans mon modèle objet. Ouais, c'est ça. Okay. C'est la spécificité du client, c'est un petit peu compliqué. Quand vous irez voir les services autogénérés, vous allez voir, les fichiers font pas mal de lignes. C'est assez, c'est pour ça que c'est autogénéré. Vous pouvez le coder à bras, mais vous allez y mettre la journée. Ok. Bah ouais, mais on avance bien. Enfin, moi, je comprends bien l'utilité. Je sais pas où tu en étais par rapport à ça. Pour la partie client, c'est ok pour moi. Je voulais simplement maintenant vous montrer comment ça marche côté serveur quand on n'utilise pas de proxy. C'est-à-dire l'application gRPC dans SPNet Core fait elle-même le proxy si vous voulez. Ouais. Bah, je peux te laisser de regarder, mais peut-être pas aller trop dans le détail parce qu'à mon avis, on donnera des références celui qui veut aller plus loin. Parce que ici, je pense qu'on a déjà fait bien le tour de tout l'aspect ASP.NET, du serveur, etc. Mais je te laisse. Ça se résume en une phrase. Ouais. Votre projet gRPC, il est totalement réutilisable. Et à la fois, en version gRPC Web et en version gRPC, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est simplement installer ce package ici, gRPC ASP.NET-Core.web. Ouais, c'est ça. Okay. Vous configurez le CORS, par contre, c'est obligatoire. Et vous ajoutez Enable gRPC Web sur votre service. Si vous n'utilisez pas gRPC Web, il fonctionne en mode gRPC binaire classique. That's all. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est juste une ligne à devoir ajouter et effectivement ce qu'on utilise en termes de Exactement. policy si jamais on veut spécifier le détail, je veux dire, le détail de la communication. Exactement. Même chose côté client. Hop, on télécharge le package. Et là, par contre, c'est un tout petit peu différent. Il faut utiliser, ce package-là. Le client n'est pas du tout le même. Pas du tout. Pourquoi? Ah oui, Parce que le client, par défaut, il va utiliser du binaire. Donc, ils ont créé un autre client dédié pour demander du texte ou du base64. Ouais. C'est compatible ASP.NET, Blazor, ASP.NET Core, Xamarin, tout autre client C#. Ouais, c'est ça. C'est du .NET Core, donc on peut l'utiliser effectivement à ce moment-là un peu partout, quoi. C'est du .NET standard, très exactement. Donc, tu peux même l'utiliser autre que sur des projets .NET Core. Ouais. Maintenant, je voudrais très rapidement aborder le sujet Azure. Mm-hmm. On me le demande souvent. Alors, comment ça marche gRPC dans Azure? C'est très simple. gRPC n'est pas supporté par les app services à cause de l'implémentation d'HTTP6, qui est un IIS uniquement dédié à... c'est une autre implémentation d'IIS très proche pour Windows. HTTP6 ne supporte pas les trailers. Voilà l'explication de pourquoi et du comment. Ne le supporte pas, mais donc ne fonctionne pas, c'est ça ce que tu veux dire? Ça veut dire que si on prend l'application serveur, qu'on la tape dans un Azure App Service, on ne saura pas se connecter dessus en gRPC. Ça ne fonctionnera pas. Ok. Il ne comprendra pas ta requête, tout simplement. Ça peut être embêtant, ça, effectivement. C'est ballot, ça. Ouais. Oui, mais gRPC tout court. Par contre, c'est fonctionnel avec ACI, Azure Container Instance, ou en self-hosted avec Kestrel dans une VM, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne. Ouais, tu refais tout La bonne nouvelle, cependant, si tu veux utiliser un Azure App Service, tu peux utiliser gRPC Web. Donc, tweaker légèrement ton application gRPC pour la rendre consommable en format plutôt dédié au web browser, mais tu peux faire aussi du serveur à serveur temporairement. Azure App Service est compatible avec gRPC Web. Tu perds un peu l'intérêt, on va dire, de faire tout ça en gRPC par rapport à d'autres manières de faire. Mais ça viendra peut-être. Peut-être que Microsoft va, d'ici quelques temps, rajouter ça, quoi. Ils ont dit ça va être compatible, mais ça fait 6 mois qu'ils le disent. On attend toujours. C'est compatible avec tout service dans Azure, tout simplement. Donc, ce serait une bonne alternative temporaire si tu veux utiliser seulement des services gRPC serveur à serveur. Oui, mais c'est ça. J'allais dire d'un autre côté, c'est vrai que se connecter sur un Azure App Service, c'est ce qu'on fait souvent avec des Web API, mais c'est plus côté serveur à serveur. Donc, c'est plus d'un serveur vers un autre service, vers un web job ou des choses comme ça. Donc, d'un autre côté, c'est pas surprenant non plus que l'Azure App Service ne puisse pas directement l'utiliser. Ça serait bien, mais c'est pas... Ouais. Non, ça va s'en venir. Donc, l'alternative temporaire, c'est de le transformer en gRPC Web pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Tout simplement. Ok. Au final, pour conclure un petit peu, gRPC versus REST, parce que c'est souvent la question qui revient, très souvent, c'est est-ce que je peux remplacer une Web API par gRPC? Dans le fond, c'est possible en mode gRPC Web, si tu utilises un browser, ou entre deux microservices, tu n'es plus obligé d'utiliser une Web API, tu vas utiliser gRPC. Tu peux. Il faut simplement bien comprendre que les status codes ne sont pas gérés de la même manière. La sérialisation n'est pas la même, binaire versus JSON. Attention, gRPC, c'est uniquement HTTP2. Tandis qu'une Web API, c'est 1 et 2 depuis ASP.NET Core 2.2. Ensuite, tu autogénères tes classes. Enfin, tu peux aussi les générer avec des outils pour une Web API, mais en général, tes POCO, tu les codes à la main, en général. Et bien sûr, dépendamment de ce que tu fais, c'est browser supported ou pas. Ouais. Ok, bah, ça me paraît bien. Je ne sais pas si tu avais d'autres infos, s'il y a des références peut-être qu'on pourra les rajouter dans les notes de l'émission. Exactement. Je vais les montrer à la fin. Ouais, je vais les montrer à la fin. Bah, tu me les donneras, on les tapera les notes de l'émission. Ça permettra, si quelqu'un a besoin d'avoir des infos complémentaires, à la fois d'avoir tes coordonnées pour te contacter si nécessaire et de retrouver tous les sites dont on a parlé ici, quoi. Ça marche. Oui, alors si tu voulais faire le vendeur de saucisses là pour gRPC, tu dirais quoi?
Eh bien, écoutez, si tu veux des performances et que tu n'as pas besoin d'utiliser un browser, tu peux utiliser gRPC. Très important de comprendre que tout le bénéfice de gRPC n'est pas dû à gRPC lui-même. C'est en partie dû grâce à HTTP2 et la possibilité de faire du streaming bidirectionnel. Sans HTTP2, gRPC serait cantonné à faire que des services unaires. Très important. Donc, c'est finalement la combinaison de gRPC, la synergie de gRPC et d'HTTP2 qui fait qu'il est très puissant, si tu veux, de grandes performances. À l'inverse, le petit bémol, c'est peut-être l'immaturité dans l'écosystème Microsoft. On n'a par exemple pas le support d'App Service, on n'a pas de validation built-in chez Microsoft. Ce seraient les deux petits bémols. Mais personnellement, ça ne me gêne pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Dans le fonctionnement, à part ces deux points-là, dans le fonctionnement, dire au quotidien, ça marche bien, quoi. C'est ça, en gros, Oui. ce qu'il faut retenir dans ce système. Si on doit faire effectivement des communications entre serveurs, et c'est vrai que par rapport à de la sérialisation Web API, où on voit bien le processus, on transforme en texte et puis on redésérialise, on transforme en objet. Ici, globalement, tu as l'impression que tu as un objet d'un côté d'un serveur, tu lui dis tiens, pouf, voilà, je l'envoie sur l'autre serveur et l'autre serveur, comme par magie, entre guillemets, il le récupère directement en mémoire, quoi. Exact. C'est un peu ça le principe, quoi. Ouais. Ok, ah ben voilà la liste des liens que tu vas me donner, qu'on pourra mettre dans les notes. Je vais tous te les envoyer. Il y en a beaucoup trop, ce serait illisible. Je vais tous te les envoyer. Ainsi que mon repository GitHub, vous allez pouvoir rejouer avec tout ce que je vous ai montré à date. Ok, parfait. Ben, je ne sais pas si Richard, tu avais d'autres points que tu voulais ou d'autres questions que tu voulais rajouter, ou Christophe. Non, mais moi, plus j'ai les idées claires par rapport à ça. Honnêtement, j'ai pas d'application en tête dans les systèmes que j'utilise actuellement. Mais il y a ça. Il y a la deuxième chose, c'est que ce que je retiens aussi, c'est que ce que tu disais, c'est que dans l'écosystème .NET, c'est encore un peu frais, quoi. Exact. Mais d'un autre côté, pour avoir rencontré des gens là, des équipes d'ASP.NET, etc., et je sais qu'ils le poussent assez fortement quand même. Oui. Donc, je pense que ça va s'améliorer dans les mois qui viennent, quoi. Oui. D'ailleurs, l'implémentation de .NET 5 fait en sorte que gRPC sera encore plus performant. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que l'implémentation d'HTTP2 est améliorée dans ASP.NET 5, tout simplement. Ouais. Et mon petit secret que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que je suis en train de pousser au travail pour que nos microservices, on a une architecture en microservices, et parfois les microservices se parlent entre eux. Ils se parlent à travers des Web API, qui sont elles-mêmes des Web API. Je vais essayer de pousser pour qu'ils se dialoguent entre eux via des services gRPC. On n'a pas besoin de faire de validation, c'est simplement quelques messages qu'on s'envoie de temps en temps. J'ai pas encore le go parce qu'effectivement, je me fais dire oui, mais Anthony, c'est pas mature. J'espère que ça va l'être bientôt. Oui, c'est pas mature dans .NET, chez Microsoft, mais ça l'est quand même déjà depuis un bout de temps dans des autres types de langages. Donc, Exactement. La manière d'échanger est quand même là, quoi. Oui. Ok, ben je ne sais pas si toi, Christophe, tu avais d'autres commentaires ou s'il y avait d'autres points. Je trouve que ça, c'est effectivement, en tout cas dans mon esprit à moi, c'est beaucoup plus clair de comprendre un petit peu tout ce processus et où on peut le positionner surtout, de se dire, tiens, on ne va pas faire du gRPC pour remplacer les Web API, c'est plus effectivement côté serveur et communication entre les serveurs où ça peut à ce moment-là être intéressant. Ok, ben, peut-être juste avant de terminer alors ce podcast, je vous propose juste de parler de deux événements qui vont bientôt arriver. Christophe a déjà vendu la mèche pour un, c'est effectivement le 18 juin. Hein. On va organiser avec Christophe, avec Adrien Clairbois notamment, on va organiser le Blazor Day. Donc là, c'est, si je résume, des experts internationaux qui vont venir nous parler de tout ce qu'on peut faire avec Blazor, qui est sorti, Richard le sait bien, il y a un mois maintenant, hein, Richard. Hein. Tu en as suffisamment entendu parler. Ah bon ? Ah ouais. Comment ça s'écrit Blazor déjà ? Bon, c'est pas. Faudra que tu viennes le 18 juin, tu le verras.
Je me suis inscrit. Ce qui est intéressant, c'est que on était, Christophe et moi en tout cas, on était vachement étonnés. On a fait un appel à speaker, on a contacté différentes personnes et on a vraiment, je disais, des experts qui sont là. Et notamment, il y a Dan Ross, qui est le programme manager de Blazor chez Microsoft, qui fera l'honneur de présenter la première session, ce qu'on appellerait plutôt la keynote. Puis il y en a d'autres, on parlait de Chris tout à l'heure, Chris Santi, c'est ça, Christophe, qui sont là. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde, effectivement. Ouais. On essaie de retrouver quand même pas mal de stars au niveau Blazor et c'est toutes ces technologies pour le moment. Alors, c'est en anglais, donc forcément, entre guillemets, c'est des Américains qui vont venir nous parler. Donc, et ça commencera à 17h le 18, 17h heure de Paris, heure française, tout simplement parce que ça permet, un peu comme ici avec Anthony, ça lui permet de quand même dormir une partie de sa nuit avant de venir nous parler. C'est quand même mieux pour eux aussi. Et de prendre un petit déjeuner aussi. Et de prendre le petit déj aussi, ouais, tout à fait. Et alors, autre point que je voulais citer, c'était que tous les mercredis, venez nous rejoindre dans les meet-ups de DevApps. C'est gratuit, c'est sympa. Il suffit de vous inscrire sur devaps.ms/meetup. Si vous ne savez pas venir en direct et poser vos questions ou simplement nous dire bonjour, vous pouvez les revoir sur le site. Mais sinon, c'est toujours sympa de vous y retrouver. On se retrouve quand même à quelques dizaines maintenant de personnes à chaque fois. Donc, ça marche bien. Et le Slack. Et le Slack. Ah oui, le Slack. Mais le plus simple, c'est de venir s'inscrire sur devaps.ms/meetup. Vous aurez le lien pour vous inscrire au meetup et du coup, vous aurez le lien pour vous inscrire au DevApps. Sinon, et si vous cochez je ne souhaite pas rejoindre le Slack, c'est un peu embêtant en fait parce qu'il n'y a pas de. Ah oui, mais vous ne recevez pas les liens pour le meetup. Voilà. J'ai une petite réclamation, s'il vous plaît, messieurs. Est-ce qu'il y aurait une petite case à cocher? Je voudrais ma casquette DevApps, s'il vous plaît. En fait, il suffit d'aller au MVP Summit de 2020. Ouais. Tu aurais pu en avoir, en fait. Oui, parce que pour la petite histoire, c'est pour ça qu'on les avait préparés aussi. C'est qu'on voulait en donner quelques-unes là-bas. J'en avais pas fait non plus 50 000. Mais il y en a plusieurs qui me le posent. Donc, ils me posent la question sur des t-shirts, des casquettes. Je me dis, on va ouvrir une boutique et on va commencer à mettre ça à disposition. Ça serait pas mal. Je vais être le premier à acheter la mienne. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai bien hâte. Ouais, tu vois, et regarde, il y en a deux. La mienne, elle traîne là sur la table. Faudrait que je la reprenne, mais il y en a déjà deux. Si, j'en ai un. Attends, je vais te la chercher du coup. Il y a déjà le chien qui l'a mangé. Avec le casque. Voilà. Avec le casque. Je suis jaloux, vraiment, je suis jaloux. Ah ouais, je comprends, ouais. T'as pas eu les autocollants non plus, en fait, parce qu'il y a aussi les autocollants, les polos, les t-shirts, le mug. On a le mug. Il n'y a pas eu le mug, non. J'ai toujours il n'y a pas eu le mug. Bah, non. Il y a la Peugeot 206 décapotable aussi. C'est ça, ouais. Non, c'est la 404. Parce que c'est la 400. Il faut attendre encore un peu, ça. Il faut avoir plus d'abonnés sur YouTube pour qu'on puisse se payer ça. C'est pas encore pour tout de suite, ça. Bon voilà, pour finir, je vous dirais simplement encore que si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. C'est ce qu'ont déjà fait Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et Mickaël. Ou simplement un commentaire en bas de podcast, ça nous fait toujours plaisir, en bas de vidéo YouTube aussi. Donc voilà. Voilà, nous on va aller se coucher, on va laisser Anthony pouvoir aller déjeuner aussi, donc comme ça tout le monde sera content. Merci à vous, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, puis à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt en tout cas. Allez, ciao. Salut. Ciao.